Personne ne me comprenait. Tu es différente de toutes les autres et tu as de beaux yeux. Pendant des années, aucune infirmière n'avait pu supporter le millionnaire. Toutes fuyaient jusqu'à l'arrivée de cette femme simple mais bonne. Préparez-vous à découvrir le miracle qui a changé sa vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. J'espère que vous apprécierez cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Les immenses portails en fer forgé de l'hôtel particulier de Montaigne s'ouvrirent. 2 silhouettes vêtues de blanc s'élancèrent précipitamment sur le trottoir, trébuchant l'une sur l'autre tandis que le vent fouettait leurs visages mouillés par les larmes. L'une des femmes sanglotait sans retenue, se couvrant la bouche comme si elle avait été témoin d'une horreur à l'intérieur de cette demeure seigneuriale. Sa compagne tentait de la consoler, bien que ses propres yeux reflétassent une panique similaire en regardant en arrière. Le gardien de sécurité, posté dans sa guérite blindée, leva à peine les yeux de l'écran de son téléphone portable pour observer la scène routinière avec une indifférence totale. Pour les habitants du quartier, voir des infirmières fuir la résidence de Montaigne était devenu un spectacle quasi hebdomadaire. Personne ne parvenait à supporter plus de 3 semaines sous le même toit qu'Antoine de Montaigne, l'homme le plus craint et le plus malade de la ville. La légende urbaine racontait que son caractère était aussi vénéneux que l'étrange maladie qui rongeait ses muscles et ses os depuis des années. Les spécialistes les plus renommés du pays avaient défilé dans ces couloirs luxueux pour en ressortir vaincus et sans réponse claire quant à sa condition. Ce jour-là en particulier, une jeune femme en uniforme blanc légèrement trop grand s'arrêta devant le portail, observant les autres infirmières disparaître au coin de la rue. Sophie n'avait pas l'air d'une personne facilement effrayable, bien que ses mains serraient fort la bandoulière de son sac usé. Ses yeux couleur miel examinèrent l'imposante façade de l'hôtel particulier, cherchant un signe d'humanité au milieu de tant de pierres froides et de fenêtres sombres. Elle savait que franchir ce seuil signifiait entrer dans la gueule du loup, mais la nécessité était un moteur bien plus puissant que la peur. Elle était arrivée de Lyon il y a à peine 5 mois, avec une valise pleine de vieux vêtements et une dette hospitalière qui asphyxiait sa famille. La maladie terminale de son père avait englouti chaque centime des économies de toute une vie et les avait laissés au bord de la ruine totale. Cette ville gigantesque et bruyante représentait son dernier espoir de réunir le capital nécessaire et de sauver la maison de sa mère de la saisie bancaire. L'agence d'emploi avait été brutalement honnête concernant le poste vacant à l'hôtel de Montaigne et les raisons pour lesquelles le poste était toujours disponible. Le salaire proposé était 4 fois supérieur à celui de n'importe quel hôpital privé, une somme qui pourrait résoudre ses problèmes en 6 mois. Sophie inspira profondément, remplissant ses poumons de l'air pollué de la capitale, et lissa les plis imaginaires de son uniforme avant de faire le premier pas. Elle n'avait pas le luxe de refuser l'offre, peu importe à quel point le patient qui l'attendait dans l'obscurité de sa chambre était monstrueux. Elle savait que sa résistance émotionnelle serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant dans sa carrière professionnelle, mais elle était déterminée à ne pas échouer. Elle avança vers le poste de sécurité d'un pas ferme, ignorant le regard de pitié que lui lança le gardien en lui ouvrant l'accès piéton. Le son de ses chaussures bon marché sur les pavés résonna comme un roulement de tambour annonçant le début d'une bataille incertaine. L'architecture de la maison était conçue pour intimider tout visiteur, avec des gargouilles de pierre qui semblaient surveiller chaque mouvement depuis les hautes corniches. Les jardins étaient impeccablement entretenus, mais manquaient de couleur et de joie, comme si la nature elle-même respectait le deuil permanent du propriétaire. Un silence sépulcral enveloppait la propriété, seulement rompu par le lointain bourdonnement du trafic de l'avenue principale, qui semblait appartenir à un autre monde. Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle releva le menton et continua sa marche vers la porte principale en bois massif. Elle ne se permettrait pas de douter maintenant, pas quand l'avenir de sa famille dépendait entièrement de sa capacité à supporter l'insupportable. En arrivant au porche, la porte s'ouvrit avant même qu'elle ne puisse sonner la cloche dorée, révélant une femme mûre à l'expression sévère. C'était Madame Leclerc, la coordinatrice des soins infirmiers et gouvernante, dont le visage semblait taillé dans le granit par des années sans sourire. Madame Leclerc la scanna de la tête aux pieds d'un regard critique qui n'avait pas besoin de mots pour exprimer son scepticisme absolu envers la nouvelle candidate. La femme âgée fit un geste sec de la tête, lui indiquant d'entrer sans lui offrir le moindre salut de bienvenue ou la moindre courtoisie de base. L'intérieur de la maison sentait la cire pour meubles anciens, les fleurs fanées et une solitude palpable dans l'air dense. Madame Leclerc commença à marcher rapidement dans un couloir interminable, obligeant Sophie à presser le pas pour ne pas rester en arrière dans ce labyrinthe. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art originales et de tapisseries d'Aubusson qui valaient probablement plus que tout le quartier où Sophie avait grandi. Des lustres en cristal de baccarat pendaient du plafond, projetant des ombres allongées qui dansaient sur le parquet de Versailles, poli comme un miroir. Malgré l'opulence débordante,
La maison semblait vide, dépourvue de la chaleur qui transforme un bâtiment en un véritable foyer. C'était un mausolée de luxe construit pour abriter la souffrance d'un seul homme qui régnait sur sa douleur. La coordinatrice parlait sans se retourner, lançant des avertissements sur les règles strictes de la maison d'un ton monocorde et dénué d'émotion. Elle expliqua que M. de Montaigne ne tolérait pas les bruits forts, les odeurs de parfum, ni la moindre incompétence de la part du personnel de service. Sophie mémorisait chaque détail, hochant la tête en silence tandis que ses yeux continuaient d'observer l'environnement oppressant qui l'entourait. Elle se demanda comment quelqu'un pouvait vivre entouré de tant de beauté matérielle et en même temps être plongé dans une obscurité aussi absolue. La richesse des Montaigne était évidente à chaque coin, mais l'absence totale de bonheur l'était aussi. Elles arrivèrent à un escalier en colimaçon majestueux qui menait au premier étage où se trouvaient les appartements privés de M. Antoine. Madame Leclerc s'arrêta un instant, se tournant pour regarder Sophie directement dans les yeux, avec un mélange d'avertissement et de compassion inattendue. Elle lui dit que les infirmières précédentes étaient parties en pleurant. Certaines avaient même renoncé à leur vocation après avoir travaillé ici. Sophie soutint le regard de la femme et répondit d'une voix tranquille qu'elle n'était pas là pour se faire des amis, mais pour travailler. Cette réponse sembla surprendre légèrement Madame Leclerc, qui reprit sa marche en montant les marches avec une énergie nerveuse. Le premier étage était encore plus silencieux que le rez-de-chaussée, avec des tapis épais qui absorbaient le son de leurs pas, comme si la maison voulait cacher leur présence. Les portes des chambres étaient toutes fermées, sauf une au bout du couloir, qui semblait émaner une énergie lourde et sombre. Madame Leclerc s'arrêta devant cette double porte en acajou, inspirant profondément comme si elle se préparait à entrer dans une zone de guerre active. Sophie sentit son cœur s'accélérer, pompant l'adrénaline à l'approche de la rencontre avec le célèbre Antoine de Montaigne. Elle ajusta sa posture, se souvenant des paroles de son père sur le maintien de la dignité face à toute adversité que la vie présenterait. Madame Leclerc posa sa main sur la poignée. Il ne fallait montrer ni peur ni faiblesse. Antoine avait un talent spécial pour détecter l'insécurité chez les gens et l'utiliser comme une arme pour les détruire émotionnellement en quelques secondes. Sophie hocha légèrement la tête, remerciant le conseil silencieux, et se prépara mentalement à ce qu'elle était sur le point d'affronter. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce dans la pénombre où les lourds rideaux bloquaient presque toute la lumière naturelle de l'extérieur. La climatisation était si basse que l'atmosphère ressemblait à une chambre froide conçue pour conserver des cadavres. À l'intérieur de la pièce, l'atmosphère était si dense qu'il était difficile de respirer normalement, chargé d'une odeur de médicaments forts et de désinfectants cliniques. Les meubles étaient sombres et lourds, contribuant à la sensation de claustrophobie malgré les dimensions généreuses de la suite principale. Au centre de tout, un lit immense dominait l'espace, et sur celui-ci gisait une silhouette immobile recouverte de draps de soie grise. Sophie fit un pas en avant, ses yeux s'adaptant au manque de lumière, essayant de distinguer les traits de son patient. Elle pouvait sentir son regard rivé sur elle depuis les ombres, l'évaluant comme un prédateur, guettant sa proie. Madame Leclerc annonça l'arrivée de la nouvelle infirmière d'une voix qui tremblait imperceptiblement, essayant de maintenir la formalité requise. Il n'y eut pas de réponse immédiate du lit, seulement un silence prolongé qui tendait la tension jusqu'au point de rupture. Sophie n'attendit pas d'invitation. Elle avança avec professionnalisme jusqu'à une distance respectueuse au pied du lit. Elle put enfin voir le visage d'Antoine de Montaigne, pâle, anguleux, avec des cernes profonds qui marquaient des jours sans sommeil. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux sombres, qui brillaient d'une intelligence féroce et d'une douleur ancienne. Antoine ne dit rien pendant les premières secondes, se contentant d'observer chaque détail de sa nouvelle soignante avec une froideur calculatrice. Il était habitué à voir la peur, la soumission, ou cette pitié édulcorée qu'il détestait tant dans les yeux de ceux qui s'occupaient de lui. Cependant, dans le regard de Sophie, il trouva quelque chose de différent, une sérénité ferme qui le déconcerta momentanément. Elle ne baissa pas les yeux, soutenant le contact visuel avec un calme qui défiait son autorité tacite dans cette pièce. Ce petit acte de rébellion alluma une étincelle d'irritation en lui, le tirant de sa léthargie habituelle. Il rompit le silence d'une voix rauque, demandant combien de temps elle pensait tenir avant de s'enfuir comme toutes les autres inutiles. Son ton était chargé d'un mépris si pur qu'il aurait fait reculer n'importe qui avec moins de détermination que Sophie. Elle répondit que son contrat était à durée indéterminée et qu'elle n'avait pas l'intention d'aller nulle part tant que son salaire lui serait versé. L'honnêteté brutale de sa réponse, dépourvue de l'adulation habituelle, fit qu'Antoine haussa un sourcil d'incrédulité. Personne ne lui parlait ainsi dans sa propre maison, encore moins une employée qui venait de franchir la porte. Antoine laissa échapper un rire sec et sans humour, se calant dans le lit avec une grimace de douleur qu'il tenta de cacher sans succès. Il l'avertit qu'il n'était pas un patient gériatrique,
qu'elle pourrait manipuler avec de faux sourires et de doux mots. Sophie observa le micro-geste de douleur dans son dos et nota mentalement l'emplacement de la gêne sans rien dire. Elle savait que toute marque de compassion à ce moment-là serait interprétée comme une faiblesse et rejetée violemment. La bataille avait commencé et elle était déterminée à maintenir sa position sur le terrain de jeu. Madame Leclerc se retira discrètement, fermant la porte et laissant Sophie seule avec l'homme qui avait détruit l'estime de soi de 30 infirmières. Le bruit de la porte se refermant résonna comme un verdict final, scellant son destin à l'intérieur de ces 4 murs. Sophie posa son sac sur une chaise voisine et sortit sa planchette médicale, prête à commencer l'évaluation initiale. Antoine la suivait du regard, étudiant ses mouvements efficaces et l'absence de tremblement dans ses mains. Il était décidé à la briser, à démontrer que personne ne pouvait supporter le fardeau de son existence, mais elle était également décidée à survivre. La première évaluation physique fut un champ de mines de tension silencieuse et d'ordre tranchant que Sophie dut naviguer avec une extrême prudence. Antoine se résistait à chaque toucher, tendant ses muscles chaque fois qu'elle tentait de lui prendre la tension artérielle ou de vérifier sa température. Il commentait avec sarcasme la température de ses mains ou l'incompétence des médecins qui avaient conçu ces protocoles absurdes. Sophie ignorait ces insultes voilées, répondant avec des données techniques et maintenant une distance émotionnelle qui semblait le frustrer davantage. Elle savait qu'il cherchait une réaction, une explosion de colère ou de larmes qui lui donnerait le contrôle de la situation. En examinant l'historique clinique, Sophie nota des incohérences flagrantes entre les symptômes rapportés et les résultats des laboratoires récents. Les médecins précédents avaient documenté des douleurs atroces, mais les IRM ne montraient pas de dommages structurels justifiant un tel niveau d'agonie. Antoine la regardait lire, attendant le moment où elle poserait la question stupide que tout le monde posait sur son diagnostic, mais elle resta silencieuse, tournant les pages avec un rythme méthodique qui remplissait le vide de la pièce. Ce manque d'interrogatoire l'inquiéta. Il était habitué à être le centre de la curiosité morbide des autres. Sophie leva finalement les yeux et, au lieu de demander son état de santé, elle lui demanda s'il préférait les stores ouverts ou fermés pendant la journée. La question, si triviale et domestique, désarma momentanément l'hostilité préparée d'Antoine, le laissant sans réponse cinglante immédiate. Il grommela qu'il s'en fichait, du moment qu'elle ne faisait pas de bruit inutile en se déplaçant dans sa chambre. Elle hocha la tête et procéda à ouvrir légèrement l'un des stores, permettant à un rayon de lumière de traverser la pénombre. La poussière dansait dans le faisceau lumineux, unique signe de vie dans ce mausolée. Et Antoine ferma les yeux avec agacement face à la luminosité. Pendant les heures suivantes, il tenta de la provoquer en critiquant son accent de province et son uniforme bon marché, avec des commentaires mordants. Il lui dit qu'il était évident qu'elle venait d'un endroit où la médecine était pratiquée avec des remèdes maison et des superstitions. Sophie, sans interrompre sa tâche d'organiser les médicaments sur la table de nuit, lui répondit que la médecine était la même partout. Elle ajouta calmement que la seule différence réelle résidait souvent dans l'attitude du patient envers sa propre guérison. Ce commentaire direct fit qu'Antoine ouvrit brusquement les yeux, la foudroyant d'un regard qui promettait des représailles. L'heure du repas arriva, et une employée de maison apporta un plateau avec des aliments insipides préparés spécifiquement pour son régime strict. Antoine regarda l'assiette avec dégoût et la repoussa, disant que cela ressemblait à de la nourriture pour chien et qu'il refusait de manger. Sophie prit le plateau avec patience, vérifia la température et le replaça fermement devant lui. Elle lui dit qu'il pouvait manger seul ou qu'elle pouvait le nourrir comme un enfant, mais que la nutrition n'était pas négociable. La menace implicite d'être traité comme un invalide dépendant blessa son orgueil suffisamment pour le pousser à prendre la fourchette avec fureur. Il mangea en silence, mâchant avec rage, tandis que Sophie s'asseyait dans un coin pour remplir les rapports obligatoires du service du matin. Elle pouvait sentir l'énergie volcanique émanant de lui, un mélange de frustration, de douleur physique et d'une solitude abyssale. Elle se demanda quel genre de vie il avait mené avant de tomber malade pour finir si isolé et amer dans sa propre maison. Les dossiers mentionnaient un ancien accident, mais ne donnaient aucun détail sur les circonstances, ni les séquelles émotionnelles. C'était un puzzle incomplet, et Sophie ressentait une curiosité professionnelle qui commençait à se mêler à quelque chose de plus humain. L'après-midi, Madame Leclerc revint pour superviser le changement de quart, surprise de trouver Sophie encore au travail, et apparemment calme. La gouvernante inspecta la chambre à la recherche de défauts, mais tout était en ordre et le patient, bien que furieux, était sous médication et nourri. Madame Leclerc murmura à Sophie à la porte de faire attention à la nuit, car c'était le moment où les démons d'Antoine se réveillaient. Elle l'avertit que les cris s'entendaient parfois jusqu'à l'aile du personnel et que personne n'osait monter. Sophie remercia pour l'avertissement, mais décida que cette nuit-là,
Elle resterait à proximité dans le petit salon, attenant au cas où. Antoine entendit les chuchotements à la porte et cria, exigeant qu'elle cesse de conspirer comme de vieilles commères dans son dos. Sophie rentra avec un visage impassible et l'informa que son quart était terminé, mais qu'elle serait disponible s'il avait besoin d'elle. Il se moqua d'elle en disant qu'elle ne devait pas faire la martyre, qu'elle comptait sûrement les minutes pour s'échapper de là. Elle ne répondit pas à la provocation, lui laissa simplement un verre d'eau à proximité et ajusta les oreillers. Avant de partir, elle lui souhaita bonne nuit, une courtoisie à laquelle il répondit par un grognement de mépris et en lui tournant le dos. Sophie se retira dans la petite chambre assignée à l'infirmière de garde, mais elle ne parvint pas à s'endormir. Les bruits de la vieille maison, le craquement du bois et le vent frappant les fenêtres la maintenaient en alerte constante. Elle pensait à son père, à la façon dont la douleur l'avait transformée à la fin, et elle envoyait les ombres chez Antoine. Ce n'était pas de la pure méchanceté qu'elle avait vue dans ses yeux, mais une défense désespérée contre quelque chose qui le blessait plus que son corps. Cette intuition lui disait que la vraie bataille ne serait pas contre la maladie physique, mais contre les murs qu'il avait érigés. Vers 3 heures du matin, un cri étouffé provenant de la suite principale la fit sauter du lit instantanément. Elle courut pieds nus dans le couloir, le cœur battant la chamade, craignant de trouver une grave urgence médicale. En entrant, elle trouva Antoine se tordant sous les draps, trempé de sueur froide et murmurant des mots inintelligibles. Ce n'était pas une crise physique, c'était un cauchemar brutal qui le tenait prisonnier sans le laisser se réveiller. Sophie s'approcha rapidement, l'appelant par son nom d'une voix ferme pour le ramener à la réalité. Il se réveilla brusquement, les yeux exorbités et la respiration haletante, désorienté et vulnérable pour la première fois. En la voyant là, sa première réaction fut la honte, immédiatement suivie d'une colère défensive explosive. Il lui cria de partir, qu'elle n'avait pas le droit de le voir ainsi, qu'elle était une intruse dans son intimité. Sophie ne bougea pas, lui tendit une serviette humide et attendit que son rythme cardiaque se calme. Elle lui dit doucement que tout le monde fait des cauchemars et qu'il n'y avait rien à avoir honte devant une infirmière. Antoine rejeta la serviette d'un coup de main, mais son corps tremblait trop pour maintenir longtemps sa façade de force. Il se laissa tomber contre la tête de lit, épuisé, regardant l'obscurité du coin opposé comme s'il voyait des fantômes. Sophie s'assit sur la chaise près du lit, sans tenter de le toucher ni de le consoler avec des mots vides, se contentant de l'accompagner. Elle comprit alors que la solitude était son pire ennemi et que sa présence silencieuse était la seule chose qu'elle pouvait lui offrir. Ils restèrent ainsi pendant 1 heure dans un silence partagé qui fut la première vraie trêve entre eux deux. Quand l'aube commença à teinter le ciel de gris, Antoine s'endormit finalement d'épuisement pur. Sophie l'observa dormir, notant comment les lignes d'amertume s'adoucissaient légèrement lorsqu'il était inconscient. Il semblait plus jeune, moins monstrueux, simplement un homme brisé par des circonstances qu'elle ignorait encore. Elle se promit de découvrir la vérité, non par curiosité, mais pour savoir comment l'aider réellement. Elle quitta la pièce discrètement pour se préparer à la nouvelle journée, sachant que la guerre reprendrait dès qu'il se réveillerait. En descendant à la cuisine pour un café, elle croisa le personnel de nettoyage, qui la regarda comme s'il voyait un fantôme. Personne ne s'attendait à la voir descendre de son propre chef après avoir passé une nuit entière de garde. La cuisinière, une femme robuste et gentille, lui servit une tasse chaude et lui demanda en chuchotant si monsieur l'avait déjà renvoyé. Sophie sourit, fatiguée, et secoua la tête, buvant le café comme un élixir de vie. Elle leur dit que monsieur de Montaigne était difficile, mais qu'elle était plus têtue que lui, ce qui provoqua des rires nerveux. Le 2e jour commença avec Antoine se réveillant de mauvaise humeur, honteux d'avoir montré de la faiblesse la nuit précédente. Il décida que la meilleure défense était une attaque frontale et commença à exiger des demandes impossibles et ridicules. Il demanda que ses draps soient changés 3 fois de suite parce qu'il sentait prétendument des plis invisibles qui lui blessaient la peau. Sophie obtempéra à chaque ordre avec une patience stoïque, sans se plaindre une seule fois, ce qui semblait l'enrager davantage. Il cherchait son point de rupture, appuyant sur chaque bouton possible pour la faire exploser et justifier son renvoi. Mais Sophie avait pris soin de son père pendant des mois d'agonie. Elle avait une armure émotionnelle forgée dans le feu de la vraie douleur. Elle voyait les colères d'Antoine pour ce qu'elles étaient, des tactiques de diversion pour ne pas affronter ses propres sentiments. Plus il criait, plus elle devenait calme, créant un miroir où il ne pouvait voir que sa propre irrationalité. Cette dynamique commença à établir un équilibre étrange dans la pièce, une danse de volontés opposées. En fin de journée, Antoine resta à regarder par la fenêtre le jardin qu'il ne visitait jamais, dans un silence mélancolique. Sophie, brisant le protocole, lui demanda s'il aimait les camélias qui fleurissaient en bas. Il ne répondit pas, mais il ne lui cria pas non plus de se taire, ce qui était un progrès monumental. Ce fut un petit moment de paix avant la tempête qui s'annonçait avec la visite de sa famille. Sophie savait que la vraie épreuve n'était pas encore arrivée,
mais elle sentait qu'elle avait survécu au premier assaut. La routine s'établit comme un champ de bataille, où chaque interaction était une escarmouche calculée de la part d'Antoine. Il refusait catégoriquement de prendre ses médicaments du matin, à moins que Sophie ne lui récite la composition chimique exacte de chaque pilule. C'était un test de connaissance conçu pour l'humilier, en supposant qu'une infirmière ne connaîtrait pas ces détails techniques. Sophie, cependant, avait passé ses nuits à étudier le Vidal, et lui répondait avec une précision chirurgicale, le laissant sans argument. Chaque bonne réponse était une petite victoire qui effaçait le sourire suffisant du visage de son patient. Antoine, frustré de ne pas pouvoir l'attaquer intellectuellement, changea sa stratégie vers l'épuisement physique et l'interruption du sommeil. Il commença à sonner la cloche d'appel à intervalles irréguliers pendant la nuit, pour des raisons absurdes et inventées. Il prétendait avoir soif, que son oreiller était chaud ou qu'il entendait des bruits imaginaires qui l'empêchaient de se reposer. Sophie accourait chaque fois, le visage frais et l'uniforme impeccable, s'occupant de lui sans montrer l'épuisement qu'elle ressentait. Elle comprenait que c'était un jeu de pouvoir et refusait de lui donner la satisfaction de l'avoir vaincu par la fatigue. Pendant les séances de kinésithérapie, il devenait délibérément lourd, refusant de collaborer avec ses propres muscles. Il se laissait tomber, obligeant Sophie à utiliser toute sa force pour le soutenir et l'empêcher de se blesser. Elle serrait les dents et utilisait les techniques de mécanique corporelle pour gérer son poids, lui murmurant des instructions fermes à l'oreille. Dans ces moments de proximité forcée, elle pouvait sentir la tension vibrante dans son corps, une énergie contenue qui ne trouvait pas d'issue. Parfois, leurs regards se croisaient à quelques centimètres de distance, et la haine dans les yeux d'Antoine se mêlait à une confusion palpable. Un jour, il décida de critiquer la façon dont elle lui lisait les nouvelles du journal, affirmant que sa voix était monotone et ennuyeuse. Il lui exigea d'arrêter de lire, disant qu'il préférait le silence total plutôt que de supporter son ton provincial. Sophie ferma le journal calmement, le posa sur la table et s'assit en silence, les mains croisées sur les genoux. Elle resta ainsi, immobile comme une statue, pendant 45 minutes complètes, jusqu'à ce que lui, exaspéré par le manque de stimulation, lui ordonne de continuer à lire. Ce fut une leçon subtile sur qui avait réellement le contrôle de la patience dans cette pièce. La nourriture restait un point de conflit constant, Antoine rejetant des plats entiers parce qu'ils étaient prétendument empoisonnés ou avariés. Sophie commença à goûter une petite cuillère de chaque aliment devant lui avant de le servir, comme s'il était un dégustateur royal. Cet acte, bien qu'absurde, désactivait ses plaintes paranoïaques et l'obligeait à manger sans excuse valable. Il la regardait avec ressentiment en avalant, sachant qu'elle avait trouvé un moyen de neutraliser son boycott. La guerre froide continuait, mais les tactiques de Sophie se révélaient plus efficaces que l'agression directe. Isabelle, la sœur d'Antoine, commença à apparaître plus fréquemment, alertée par Madame Leclerc de l'étrange persistance de la nouvelle infirmière. Isabelle entrait dans la chambre comme une bourrasque, ignorant Sophie et s'adressant directement à son frère avec une attitude possessive. Il parlait à voix basse, jetant des regards furtifs vers l'infirmière, discutant clairement de ses performances et de son avenir. Sophie restait en retrait, s'occupant de tâches mineures, mais tendant l'oreille pour capter toute menace imminente. Elle savait qu'Isabelle était un ennemi plus dangereux qu'Antoine, car elle avait le pouvoir réel de signer son renvoi. Une fois, Antoine accusa Sophie de lui avoir volé une montre coûteuse qu'il aurait laissée sur la table de nuit. Isabelle exigea de fouiller immédiatement le sac de Sophie, menaçant d'appeler la police si l'objet apparaissait. Sophie remit son sac en toute tranquillité, vidant son contenu sur le canapé. Des clés, un porte-monnaie vide et une photo de son père. La montre apparut quelques minutes plus tard sous l'oreiller d'Antoine, où il l'avait lui-même cachée. Il n'y eut aucune excuse de la part de quiconque, seulement un silence gênant que Sophie rompit en reprenant ses tâches comme si rien ne s'était passé. Cet incident marqua un tournant. Antoine sembla réaliser qu'attaquer son honnêteté ne fonctionnerait pas parce qu'elle n'avait rien à cacher. Il changea de tactique, tentant désormais d'attaquer ses insécurités personnelles et son passé. Il lui demandait avec insidie pourquoi une femme de son âge était toujours célibataire et travaillait comme domestique pour d'autres. Il insinuait qu'elle avait sûrement échoué dans ses relations précédentes en raison de son caractère froid et calculateur. Sophie sentait le picotement de ses paroles, mais elle se souvenait de son objectif financier et bloquait la douleur émotionnelle. Un après-midi pluvieux, alors qu'il regardait l'eau tomber contre les carreaux, Antoine eut un moment de faiblesse inattendu. Il murmura que la pluie lui rappelait le jour où sa vie s'était arrêtée pour toujours. Ce fut un commentaire chuchoté, presque pour lui-même, mais Sophie le saisit au vol et le garda comme un trésor. Elle n'insista pas pour obtenir des détails. Elle se contenta d'acquiescer et de dire que la pluie avait parfois le pouvoir de faire remonter des souvenirs que l'on croyait oubliés. Pour la première fois, il ne l'attaqua pas pour avoir répondu,
et ils partagèrent quelques minutes de mélancolie. Cependant, la trêve fut brève, et le lendemain, il redevint le tyran habituel, critiquant la couleur des rideaux et la température de l'eau. Sophie remarqua que ses attaques étaient plus féroces après les moments de calme, comme s'il se punissait de baisser sa garde. Elle comprit qu'il avait peur de se connecter avec quelqu'un, terrorisé d'être vulnérable et d'être à nouveau blessé. Son agressivité était un mur de confinement, une forteresse conçue pour maintenir tout le monde à une distance sûre. Elle décida qu'elle n'essaierait pas de démolir le mur à coups de marteau, mais qu'elle chercherait une porte latérale. La résistance de Sophie commença à gagner le respect réticent du personnel de la maison, qui la voyait survivre jour après jour. La cuisinière commença à lui garder les meilleurs desserts, et le gardien de l'entrée la saluait avec un sourire sincère. Même Madame Leclerc cessa de la surveiller d'aussi près, reconnaissant tacitement que Sophie avait un don spécial pour gérer la bête. Antoine manquait d'alliés dans sa campagne pour la chasser, et cela le rendait encore plus nerveux et imprévisible. Il se sentait acculé par la patience infinie de cette femme qui refusait de céder à ses caprices. Les nuits restaient le territoire le plus difficile, où les douleurs fantômes attaquaient Antoine sans pitié. Sophie apprit à identifier les signes précédant une crise, le tremblement de ses mains, la pâleur soudaine, le changement de sa respiration. Elle anticipait avec des massages et des compresses chaudes avant que la douleur n'atteigne son paroxysme, réduisant l'intensité des épisodes. Antoine ne la remerciait jamais, mais ses yeux cessaient de la regarder avec haine pendant ces moments de soulagement. C'était une communication silencieuse de besoin et d'aide qui transcendait les mots blessants de la journée. Un matin, Antoine tenta de se lever seul pour aller aux toilettes et tomba au sol avec un bruit sec qui résonna dans toute la pièce. Sophie courut l'aider, mais il la repoussa en hurlant, humilié par sa propre faiblesse physique. Il rampa, essayant de se lever, respirant avec difficulté, refusant d'accepter la main qu'elle lui tendait avec insistance. Sophie s'agenouilla à ses côtés et lui dit d'une voix ferme qu'accepter de l'aide ne le rendait pas moins homme, seulement humain. Il la regarda avec des larmes de rage dans les yeux et finalement, vaincu, il la laissa le relever. Le contact physique de le porter jusqu'au lit brisa une barrière invisible entre eux. Il avait dû lui confier tout son poids. Elle le cala délicatement, essuyant la sueur de son front et vérifiant s'il avait subi des blessures lors de la chute. Antoine resta à fixer le plafond, la mâchoire serrée, assimilant la honte de sa situation. Sophie ne dit rien de condescendant, elle continua simplement son travail, lui rendant sa dignité par son silence respectueux. Elle savait que ce moment de vulnérabilité extrême aurait des conséquences sur leur dynamique de pouvoir. Les jours passèrent et la guerre ouverte se transforma en une sorte de guérilla, avec des attaques plus sporadiques et moins virulentes. Antoine restait difficile, exigeant et sarcastique, mais il avait perdu la virulence assassine des premières semaines. Sophie commença à apporter des livres de sa propre collection et les laissait, oubliés, sur la table de nuit. Au début, il les ignorait. Mais ensuite, elle remarquait qu'ils avaient changé de position ou qu'ils avaient des marque-pages à certaines pages. C'était sa façon d'établir un dialogue intellectuel sans avoir à lui parler directement. La tension sexuelle, subtile et dangereuse, commença à s'infiltrer dans l'atmosphère stérile de la chambre du malade. Dans les moments où elle devait le toucher pour des soins ou des massages, l'air devenait dense et chargé d'électricité. Tous deux ignoraient cette sensation, prétendant que c'était purement professionnel, mais leur corps réagissait avec une conscience propre. Antoine retenait parfois sa respiration quand elle s'approchait trop, et Sophie sentait ses mains trembler légèrement en terminant. C'était un terrain interdit qu'aucun des deux n'était encore prêt à explorer. Malgré les progrès, Sophie savait qu'elle marchait sur de la glace fine et que toute erreur pouvait être fatale. Isabelle cherchait toujours des excuses pour la renvoyer, et le docteur Moreau, le médecin traitant, la regardait avec une méfiance professionnelle. Antoine était la seule variable qui la maintenait ici, et sa loyauté était aussi volatile que le temps. Elle restait vigilante, dormant d'un œil, sachant que la paix n'était qu'une illusion temporaire. La vraie bataille pour l'âme d'Antoine de Montaigne ne faisait que commencer. Le mercredi matin se leva avec une lumière dorée qui promettait une journée faussement tranquille à l'hôtel de Montaigne. Antoine, se réveillant avec une énergie inhabituellement machiavélique, décida que c'était le moment de tester l'éducation sociale de Sophie. Il exigea que le café du matin lui soit servi en suivant le protocole traditionnel strict de sa famille. Une cérémonie archaïque et complexe. Il savait parfaitement qu'une infirmière de la classe ouvrière n'aurait pas la moindre idée de comment réaliser un tel rituel aristocratique. C'était un piège méticuleusement conçu pour exposer son manque de raffinement et la faire se sentir inférieure. Sophie écouta les instructions compliquées sur la température exacte de la porcelaine, l'angle de versement
et le placement de la serviette. Madame Leclerc apporta le plateau d'argent avec l'ancien service à café, regardant Sophie avec un mélange de pitié et de résignation. Antoine observait depuis le lit avec un sourire de prédateur, attendant l'inévitable désastre qui confirmerait ses préjugés de classe. Sophie prit la lourde cafetière en argent, sentant que la poignée gravée glissait légèrement dans ses mains moites. Elle essaya de se souvenir de chaque étape ridicule qu'il avait décrite, se concentrant au maximum pour ne pas échouer. En essayant de verser le liquide sombre de la hauteur absurde qu'il avait exigé, la physique et les nerfs conspirèrent contre elle. Le jet de café chaud frappa le bord de la tasse en porcelaine fine, éclaboussant violemment dans toutes les directions. Le liquide macula le plateau immaculé, la courte pointe en soie importée, et pire encore, l'inestimable tapis persan. Sophie laissa échapper un cri étouffé et faillit laisser tomber la cafetière entière en essayant d'arrêter le désastre. Le silence qui suivit l'accident fut si absolu que l'on aurait pu entendre une mouche voler. Antoine ouvrit les yeux avec satisfaction, se préparant à lancer une diatribe cruelle sur sa maladresse et son origine humble. Madame Leclerc porta les mains à sa bouche, anticipant les cris qui suivraient normalement une erreur d'une telle ampleur. Cependant, avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit, Sophie se mit à rire. D'abord un rire nerveux, puis un rire véritable. La situation lui semblait si ridiculement prétentieuse et le résultat si prévisible qu'elle ne put retenir son hilarité. Elle se couvrit la bouche avec la main, essayant de retrouver son calme, mais ses yeux brillaient d'amusement. Le rire de Sophie déconcerta complètement Antoine, qui s'attendait à des larmes, des excuses effrayées ou une humiliation visible. Il resta paralysé, la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre que quelqu'un puisse rire d'une erreur en sa présence sacrée. « Trouvez-vous drôle de détruire mon patrimoine ?» demanda-t-il finalement, bien que sa voix manquait de son venin habituel à cause de la surprise. Sophie, essuyant une larme de rire, prit quelques serviettes et commença à nettoyer le désordre avec des mouvements rapides et efficaces. « Je suis désolée, monsieur de Montaigne, » dit-elle en souriant encore, « mais vous avouerez que demander à une infirmière de jongler avec du café bouillant, c'était tenter le destin. » Sa réponse, si directe et dénuée de peur, désactiva la bombe de colère qu'Antoine était sur le point de faire exploser. Pour la première fois, il se vit à travers ses yeux, un homme riche faisant des caprices absurdes pour un peu de café renversé. Un coin de sa bouche se courba involontairement vers le haut dans une tentative de sourire qu'il réprima immédiatement avec effort. « Vous êtes un désastre en tant que femme de chambre » murmura-t-il, mais le ton était plus résigné que réellement furieux. Sophie haussa naturellement les épaules, finissant de nettoyer la tache sur le tapis avec une efficacité surprenante. « Heureusement que je suis engagée pour sauver des vies et non pour servir le thé à la reine d'Angleterre », répliqua-t-elle avec acuité. Elle se leva, prit la cafetière et servit une nouvelle tasse, cette fois de manière normale et sûre, la plaçant sur la table de chevet. « Buvez votre café avant qu'il ne refroidisse et laissez les rituels pour quand vous aurez des invités à impressionner », ajouta-t-elle en lui faisant un clin d'œil. Antoine prit la tasse, cachant son visage derrière la vapeur aromatique pour qu'elle ne voie pas son expression déconcertée. Il avait perdu la bataille du café, mais étrangement, il ne se sentait pas vaincu, mais intrigué. Cet incident brisa quelque chose de rigide dans leur dynamique. La formalité oppressive s'était fissurée grâce à un rire spontané. Antoine cessa de lui faire passer des tests d'étiquette, réalisant que ses règles sociales ne lui importaient tout simplement pas. Il commença à la voir non pas comme une employée inférieure, mais comme une égale qui opérait sous un code de valeurs complètement différent. Cela la rendait dangereuse pour son isolement, car il ne pouvait pas l'intimider avec les armes qu'il utilisait contre tous les autres. Elle était insensible à son snobisme parce qu'elle connaissait la valeur de choses plus importantes comme la vie et la mort. Pendant le reste de la journée, l'ambiance dans la chambre fut étrangement légère, presque cordiale par rapport aux semaines précédentes. Antoine fit même un commentaire sarcastique sur le temps qui n'était pas destiné à l'insulter, ce qui était un grand progrès diplomatique. Sophie répondit avec esprit, établissant un échange verbal rapide qui occupa son esprit et l'éloigna de sa douleur. Ils découvrirent qu'ils avaient un sens de l'humour similaire, un peu sombre et cynique, forgé dans leurs expériences difficiles respectives. Ce fut le premier jour depuis des mois qu'Antoine ne demanda pas d'analgésique supplémentaire avant la nuit. Cependant, la paix était fragile, et Sophie savait qu'elle ne devait pas faire trop confiance à un homme aussi émotionnellement instable. Isabelle entra l'après-midi et remarqua la tache légère restée sur le tapis, exigeant des explications immédiates d'une voix stridente. Avant que Sophie ne puisse endosser la faute, Antoine intervint depuis le lit d'une voix ennuyée et dédaigneuse. « C'est moi, Isabelle. J'ai renversé la tasse parce que le café était dégoûtant. Arrête d'embêter l'infirmière pour mes actions. » Sophie regarda Antoine surprise, mais il garda les yeux fixés sur son livre, l'ignorant délibérément. Isabelle, frustrée de ne pas pouvoir attaquer Sophie sans contredire son frère,
quitta la pièce en grommelant sur l'incompétence du service. Quand la porte se ferma, Sophie murmura un merci à peine audible vers le lit. Antoine tourna brusquement la page de son livre et dit sèchement « N'y prends pas goût. Je voulais juste qu'elle se taise et s'en aille. » Mais tous deux savaient que c'était un acte de protection, le premier qu'il lui offrait depuis son arrivée. Une alliance tacite s'était formée face au monde extérieur, un début de nous contre eux. Cette nuit-là, alors que Sophie préparait les médicaments, elle osa lui demander pourquoi il détestait tant les rituels qu'il imposait lui-même. Antoine la regarda longuement avant de répondre que les rituels étaient la seule chose qui restait quand tout le reste s'effondrait. C'était une confession énigmatique, mais elle révélait son besoin désespéré d'ordre au milieu du chaos émotionnel qu'il vivait. Sophie hocha la tête, comprenant que sa rigidité n'était pas de l'arrogance, mais un mécanisme de survie pour ne pas se noyer. Elle lui promit qu'elle essaierait d'apprendre le rituel du café correctement, non par obligation, mais par respect pour lui. Antoine fut surpris par son offre, car personne ne s'était jamais proposé de comprendre ses manies, seulement de les obéir ou de les critiquer. Il la regarda avec une intensité nouvelle, remarquant comment la lumière de la lampe se reflétait dans ses cheveux foncés et sur sa peau fatiguée. Il sentit une impulsion soudaine de lui raconter des choses, d'ouvrir cette écluse fermée, mais la peur le paralysa à nouveau. Il se tourna dans le lit, lui tournant le dos pour cacher la confusion qu'il ressentait dans sa poitrine. « Éteins la lumière, Sophie », ordonna-t-il d'une voix cassée, clôturant la journée avant de commettre une imprudence. Sophie éteignit la lampe principale, ne laissant que la faible lumière de la veille nocturne, et s'assit dans son fauteuil habituel. Dans l'obscurité, elle sourit à elle-même, sachant que l'incident du café avait été une victoire décisive. Elle avait réussi à le faire rire, même à ses dépens, et il l'avait défendu contre sa sœur. C'était de petits pas sur un chemin long et tortueux, mais c'était des pas en avant. Elle ferma les yeux, écoutant la respiration rythmée d'Antoine, sentant que juste peu, il y avait de l'espoir pour lui. Mais le calme nocturne apporta de nouvelles doutes. Sophie savait que s'approcher trop d'un patient était une grave erreur professionnelle. Elle commençait à trop s'impliquer, à ressentir sa douleur, et cela obscurcissait son jugement clinique objectif. Elle se rappela sa dette, sa famille et la nécessité de garder la tête froide pour ne pas perdre son emploi. Cependant, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, et le sien était déjà impliqué dans cette pièce sombre. La ligne entre infirmière et femme s'estompait dangereusement à chaque tasse de café et à chaque silence partagé. Le lendemain matin, Sophie apporta le café servi simplement, sans prétention ni cérémonie ratée, mais avec un biscuit fait maison à côté. Antoine regarda le biscuit, puis elle, et le prit sans dire un mot, en mordant un petit morceau, hésitant. Il n'y eut pas de plainte, pas de cris, pas de taches sur le tapis, seulement deux personnes partageant un petit déjeuner en trêve. Ce fut le café le plus tranquille qu'il ait bu à l'hôtel de Montaigne au cours des 3 dernières années. Et bien que personne ne le dise à voix haute, la saveur de ce matin fut le premier indice d'un véritable changement. Quelques jours après l'incident du café, Sophie effectuait l'une de ses rondes de nettoyage et d'organisation profonde dans la chambre pendant qu'Antoine faisait la sieste. Elle profitait de ces moments pour dépoussiérer les coins oubliés où les employés de maison craignaient de mettre la main de peur de réveiller la bête. En nettoyant une haute étagère remplie de vieux livres de philosophie et de littérature classique, sa main heurta quelque chose qui n'était pas du papier. Caché derrière une édition de la Divine Comédie, elle trouva un flacon de médicaments de couleur ambre sans étiquette visible de face. Son instinct d'infirmière s'activa instantanément, l'alertant que quelque chose ne collait pas dans le tableau. Elle descendit le flacon avec précaution, s'assurant qu'Antoine respirait toujours profondément dans son sommeil induit par la fatigue. En examinant le récipient sous la lumière de la fenêtre, elle lut le nom du composé chimique et sentit un frisson. C'étaient des analgésiques opioïdes de très haute puissance, rigoureusement contrôlés, dont la date de péremption indiquait qu'ils dataient de plus de 3 ans. Ils n'apparaissaient dans aucun registre actuel, ni dans les prescriptions du docteur Moreau, ni dans l'inventaire de la pharmacie de la maison. Antoine les cachait délibérément, maintenant une réserve secrète de narcotiques dangereux hors du contrôle médical. Sophie fit tourner le flacon entre ses doigts, hésitant entre le confronter immédiatement ou enquêter davantage avant d'agir. S'il prenait cela en plus de sa médication officielle, cela pourrait expliquer certains de ses symptômes erratiques et ses sautes d'humeur, mais cela pourrait aussi signifier que sa douleur était bien pire qu'il ne l'admettait ou qu'il avait des tendances suicidaires latentes. La possession de ce flacon était une preuve tangible qu'Antoine n'était honnête avec personne sur son véritable état. Elle décida de remettre le flacon à son emplacement exact, mémorisant la position pour ne pas éveiller de soupçons prématurés. Cet après-midi-là, Sophie observa Antoine avec une attention renouvelée, cherchant des signes de sevrage ou d'intoxication,
qu'elle aurait pu manquer auparavant. Elle remarqua comment ses yeux devenaient parfois vitreux, ou comment ses pupilles réagissaient lentement au changement de lumière dans la pièce. Elle commença à relier des pièces du puzzle dans son esprit, construisant une théorie qui allait au-delà du purement physiologique. La maladie mystérieuse, la résistance aux traitements conventionnels, la cachette de pilules, tout pointait vers un schéma d'autodestruction. Antoine n'était pas seulement malade, il se punissait lui-même de manière systématique et brutale. Pendant le dîner, elle tenta de sonder le terrain avec des questions apparemment innocentes sur ses antécédents de médication. « Avez-vous déjà eu l'impression que les médicaments actuels ne suffisent pas pour le niveau de douleur que vous ressentez ?» demanda-t-elle en lui coupant la viande. Antoine se tendit immédiatement, lâchant sa fourchette avec un bruit métallique sur l'assiette en porcelaine. « Pourquoi cet interrogatoire maintenant ? Pensez-vous en savoir plus que les médecins qui me prescrivent ?» répondit-il sur la défensive. Sa réaction exagérée confirma les soupçons de Sophie. Elle avait touché un nerf sensible et caché. Sophie ne recula pas, maintenant son ton doux mais ferme, lui expliquant qu'elle cherchait seulement à optimiser son confort général. Il la regarda avec méfiance, ses yeux sombres scrutant son visage à la recherche de tout signe qu'elle connaissait son secret. « La douleur est mon compagnon constant, Sophie. Il n'y a pas de pilule dans ce monde qui puisse l'éteindre complètement, » dit-il avec une sincérité désolante. Cette phrase résonna en elle, confirmant que l'origine de sa souffrance n'était pas dans ses os, mais dans son âme. Les pilules cachées n'étaient qu'un pansement désespéré pour une blessure qui saignait à l'intérieur. Cette nuit-là, Sophie resta éveillée dans sa chambre, parcourant des livres de médecine et de psychologie, cherchant des cas similaires à celui d'Antoine. Elle lut sur la douleur psychosomatique, sur la façon dont un traumatisme émotionnel non traité peut se manifester physiquement avec des symptômes réels et dévastateurs. Le corps d'Antoine criait ce que sa bouche refusait de prononcer, transformant l'angoisse mentale en agonie physique tangible. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image tragique d'un homme piégé dans son propre esprit. Le défi maintenant n'était pas de guérir son corps, mais de le convaincre que son esprit était ce qui avait besoin de guérir. Le lendemain, le docteur Moreau vint pour sa visite hebdomadaire de routine, vérifiant les signes vitaux avec un désintérêt mécanique. Sophie fut tentée de lui montrer le flacon caché, mais quelque chose l'arrêta au dernier moment, une loyauté inexplicable envers son patient. Elle savait que si elle révélait le secret, Antoine serait soumis à une désintoxication forcée et perdrait le peu de confiance qu'elle avait gagné. De plus, elle pressentait que Moreau ne ferait qu'augmenter la dose de sédatifs, transformant Antoine en un zombie, ce qui n'était pas une vraie solution. Elle décida qu'elle gérerait la situation à sa manière, prenant un risque personnel énorme. Quand ils furent seuls, Sophie s'approcha de l'étagère de livres et, sans regarder Antoine, commença à parler à voix haute dans l'air. « Il est dangereux de mélanger des médicaments périmés avec le traitement actuel. Cela pourrait provoquer un arrêt respiratoire irréversible. » Le silence dans la pièce devint dense et lourd, chargé d'une tension électrique qui hérissait la peau. Antoine ne dit rien, mais sa respiration s'arrêta un instant, trahissant qu'il avait parfaitement compris le message. Elle ne le regarda pas, se contenta de continuer à nettoyer, lui faisant savoir qu'elle connaissait son secret, mais qu'elle ne l'avait pas trahi. Quelques heures plus tard, Antoine l'appela près du lit d'un geste impérieux de sa main pâle et tremblante. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Moreau ? On doit signaler toute irrégularité. » demanda-t-il d'une voix basse et rauque. Sophie le regarda dans les yeux et répondit « Parce que mon devoir est de prendre soin de vous, pas de vous rendre prisonnier de votre propre maison. » Elle ajouta qu'elle était convaincue qu'il prendrait la bonne décision concernant ce flacon, sans intervention extérieure. Ce fut un pari risqué de mettre la responsabilité entre les mains du dépendant, en faisant appel à sa dignité restante. Antoine soutint son regard pendant un temps interminable, évaluant la sincérité et le courage de cette femme étrange. Finalement, il hocha légèrement la tête, ferma les yeux et s'allongea sur les oreillers, épuisé par la confrontation émotionnelle. Il n'y eut pas de promesse verbale, ni de remise dramatique du flacon, mais une nouvelle compréhension mutuelle. Il savait qu'elle le surveillait non comme un geôlier, mais comme un gardien qui se souciait véritablement de sa vie. Ce secret partagé créa un lien de complicité plus fort que n'importe quel médicament. Le lendemain matin, lorsque Sophie vérifia discrètement l'étagère derrière la Divine Comédie, l'espace était vide. Elle chercha dans la poubelle de la salle de bain et ne trouva rien, ce qui signifiait qu'il s'en était débarrassé d'une autre manière. Elle ressentit un immense soulagement et une fierté silencieuse pour la petite victoire de volonté qu'Antoine avait obtenue. Il avait choisi de lui faire confiance et de faire un pas vers la lumière, même si c'était un pas minuscule et tremblant. Sophie sut alors qu'il y avait de l'espoir, que sous les couches de douleur et de dépendance, le véritable Antoine luttait toujours pour sortir. Cependant, le retrait des analgésiques secrets aurait un coût physique immédiat que tous deux devraient payer très cher. Sophie se prépara au syndrome de sevrage,
sachant que les prochains jours seraient un enfer de symptômes physiques et émotionnels. Elle réorganisa ses horaires pour être plus présente, anticipant les crises qui viendraient lorsque son corps réclamerait la substance. La véritable épreuve du feu était sur le point de commencer, et elle aurait besoin de toute sa force pour les maintenir tous les deux à flot. Le secret de l'étagère avait disparu, mais il avait mis à nu la vérité crue et douloureuse de sa condition. La crise arriva 3 nuits plus tard, annoncée par un orage qui frappait les fenêtres de l'hôtel particulier avec une fureur biblique. Sophie fut réveillée à 3 heures du matin par les cris déchirants d'Antoine qui résonnaient dans tout le couloir du premier étage. Elle courut vers la chambre et trouva une scène dantesque. Il convulsait sur le lit, arquant le dos dans un paroxysme de douleur absolue. Sa peau était grisâtre, couverte d'une sueur froide, et ses yeux étaient vitreux, perdus dans un abîme de souffrance incontrôlable. C'était le sevrage qui frappait de toute sa force, additionné à sa condition psychosomatique, créant une tempête parfaite d'agonie. Sophie agit par pur instinct, l'immobilisant pour éviter qu'il ne se cogne contre la tête de lit en bois massif ou ne tombe. Elle lui parlait d'une voix forte et claire, essayant de l'ancrer dans la réalité, tandis que ses mains travaillaient rapidement pour administrer les calmants autorisés. Mais rien ne semblait faire effet. Le corps d'Antoine était en rébellion totale, rejetant tout soulagement autre que la substance qui lui manquait. Il criait de le tuer, de mettre fin à la douleur, suppliant avec un désespoir qui brisait le cœur. Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les ravala, s'obligeant à être le roc dont il avait besoin. La porte s'ouvrit brusquement et Isabelle et Madame Leclerc entrèrent, alertées par le scandale, toutes deux en robe de chambre et avec des visages effrayés. Isabelle, voyant son frère dans un tel état, commença à crier à Sophie, l'accusant d'incompétence et de le tuer. « Fais quelque chose, inutile. Appelle une ambulance tout de suite », hurlait Isabelle hystérique en essayant de s'approcher du lit. Sophie se tourna comme une lionne défendant ses petits et lui ordonna de s'écarter et de laisser de l'espace. « Si vous le déplacez maintenant, vous lui provoquerez une crise cardiaque. Sortez et laissez-moi travailler », rugit-elle avec une autorité qui paralysa la sœur. Isabelle resta bouche bée. Jamais auparavant une employée n'avait osé élever la voix dans sa propre maison, mais l'intensité de la situation ne laissait aucune marge pour le protocole. La vie d'Antoine tenait à un fil très fin. Sophie reporta son attention sur le patient, commençant à appliquer des techniques de respiration forcée, le guidant à travers la panique. Elle plaça des compresses froides sur son front et lui massa les points de tension dans le cou, lui murmurant qu'elle ne le laisserait pas seul. Peu à peu, très lentement, les spasmes commencèrent à diminuer en intensité, bien que la douleur fût toujours présente dans ses yeux. 2 heures éternelles s'écoulèrent avant qu'Antoine ne retrouve quelque chose qui ressemblait au calme, restant épuisé et tremblant comme une feuille au vent. Il était trempé, les draps étaient en désordre, et la pièce sentait la peur et la maladie concentrée. Isabelle, qui était restée dans un coin à observer avec rancune, s'approcha maintenant que le danger imminent était passé. Elle regarda Sophie avec un mépris renouvelé et dit froidement « C'est inacceptable. Vous n'avez clairement pas le contrôle de la situation. Dès demain, vous serez hors de cette maison. » Son ton était définitif. Un verdict dicté par la peur et le besoin de blâmer quelqu'un. Sophie, épuisée jusqu'à la moelle, sentit ses forces l'abandonner face à l'injustice de l'accusation. Elle avait sauvé Antoine du pire. Elle avait combattu ses démons au corps à corps, et la récompense était le licenciement. Elle regarda Antoine, qui gisait les yeux fermés, ressemblant à un cadavre, et ressentit une immense tristesse. « J'ai fait de mon mieux », murmura-t-elle d'une voix brisée, commençant à ramasser son équipement médical avec des mains tremblantes. Elle n'avait plus l'énergie de se battre contre Isabelle, contre la maison, contre le destin. Elle se sentait vaincue. Elle fit demi-tour pour quitter la pièce, acceptant son destin, quand une voix faible l'arrêta net. Non, le murmure vint du lit, à peine audible au-dessus du bruit de la pluie, qui tombait encore dehors. Sophie se retourna et vit qu'Antoine avait les yeux ouverts, fixé sur elle avec une intensité désespérée. « Ne partez pas, s'il vous plaît », répéta-t-il, faisant un effort surhumain pour lever une main vers elle. C'était la première fois qu'il demandait quelque chose au lieu de l'exiger, la première fois qu'il montrait son besoin nu. Isabelle tenta d'intervenir en disant qu'il délirait à cause de la fièvre et qu'il ne savait pas ce qu'il disait dans cet état. « Isabelle, tais-toi ». La voix d'Antoine retrouva une force soudaine, née de l'urgence du moment. « Elle reste. Toi, va-t'en maintenant ». L'ordre fut catégorique, coupant l'air comme un couteau, et Isabelle recula comme si on l'avait giflée physiquement. La sœur regarda Antoine puis Sophie, comprenant qu'elle avait perdu le contrôle sur lui, et sortit de la chambre en claquant la porte avec fureur. Ils restèrent seuls de nouveau, enveloppés dans la pénombre et le son de leurs propres respirations agitées après la bataille. Sophie s'approcha lentement du lit et prit la main qu'il lui tendait, sentant la froideur de sa peau contre la sienne. Elle s'assit sur le bord du matelas,
ignorant toutes les règles de distance professionnelle qu'on lui avait enseignées. Antoine s'accrocha à sa main comme si c'était la seule chose solide dans un univers qui s'effondrait autour de lui. « J'ai cru que j'allais mourir cette nuit », confessa-t-il d'une voix étouffée, laissant tomber une larme solitaire sur sa joue. Sophie serra sa main fortement, lui transmettant chaleur et sécurité, lui promettant en silence qu'elle ne laisserait pas cela arriver. « Vous êtes en sécurité maintenant. Le pire est passé », l'assura-t-elle en lui caressant le front avec une tendresse qui allait au-delà du devoir. À ce moment-là, au milieu de la nuit et de la tempête, les barrières entre eux se dissolurent complètement. Ils n'étaient plus infirmières et patients, ni riches et pauvres. Ils étaient deux êtres humains connectés par la douleur et la survie. Antoine la regarda comme s'il la voyait réellement pour la première fois, reconnaissant en elle la seule personne qui n'avait pas fui son obscurité. L'intimité du moment était écrasante, chargée d'une émotion brute qu'aucun des deux ne savait encore nommer. Sophie sentit son cœur faire un bond en voyant la vulnérabilité totale de cet homme que tout le monde croyait monstre. Elle comprit que son agressivité n'avait été que de la peur, une terreur pure d'être seule avec sa souffrance. Et elle, qui était arrivée là uniquement pour de l'argent, savait maintenant qu'elle ne pourrait pas partir même si elle le voulait. Elle était devenue son ancre et lui, sa mission personnelle. Antoine s'endormit en lui tenant la main, craignant que si elle la lâchait, elle disparaîtrait comme un rêve fiévreux à l'aube. Sophie resta éveillée, veillant sur son sommeil, écoutant les coups de tonnerre s'éloigner à mesure que l'orage s'apaisait. Elle pensa à la menace d'Isabelle et à la guerre qui éclaterait le lendemain pour son maintien. Mais en regardant le visage tranquille d'Antoine, elle sut que cela valait la peine de livrer n'importe quelle bataille à venir. Cette nuit avait tout changé. Une loyauté indestructible était née entre les draps froissés et l'odeur de la peur. À l'aube, la lumière grisâtre révéla les ravages de la nuit, mais apporta aussi une étrange sensation de renaissance. Quand Antoine se réveilla et vit qu'elle était toujours là, assise sur la chaise inconfortable à veiller sur son sommeil, il sourit faiblement. Il n'y eut pas de mots sarcastiques ni d'ordre grincheux pour commencer la journée, juste un regard de profonde gratitude. Sophie lui rendit un sourire fatigué, mais heureux, sachant qu'ils avaient survécu ensemble à la tempête la plus sombre. Le véritable travail de guérison était sur le point de commencer. La confrontation finale avec l'administration de la maison ne se fit pas attendre. À 9h du matin, Isabelle convoqua une réunion d'urgence. Le docteur Moreau, dans son costume impeccable et sa mallette en cuir, présidait la table de la salle à manger comme un juge dans un tribunal. Sophie fut appelée à comparaître, debout devant eux, se sentant petite, mais déterminée à ne pas se laisser intimider. Isabelle exposa les événements de la nuit précédente comme une preuve irréfutable de l'incompétence et du danger que représentait l'infirmière. Moreau hocha gravement la tête, préparant les documents légaux pour justifier le licenciement immédiat pour négligence médicale. Sophie tenta de se défendre en expliquant les protocoles de crise, mais ses paroles rebondissaient contre un mur de préjugés et de décisions déjà prises. On lui dit que son solde de tout compte était prêt et qu'elle devait quitter la propriété avant midi, sous surveillance de sécurité. Elle sentit l'impuissance lui brûler la gorge, la rage d'être rejetée après avoir donné le meilleur d'elle-même. Elle était sur le point d'accepter sa défaite et de signer les papiers quand un bruit rythmé se fit entendre dans le couloir. C'était le son incomparable d'une canne frappant le sol de marbre, s'approchant lentement mais inexorablement. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent et Antoine apparut, pâle et visiblement affaibli, mais debout et entièrement vêtu. Personne ne l'avait vu descendre au rez-de-chaussée depuis des mois. Sa présence là était presque une apparition miraculeuse et terrifiante. Il s'appuyait lourdement sur sa canne, haletant à cause de l'effort monumental que représentait cette distance. Mais ses yeux brûlaient d'une autorité féroce qui fit que Moreau se leva d'un bond instinctif. Isabelle pâlit, sachant que son coup d'état domestique était sur le point d'échouer lamentablement. « Qui a autorisé cette réunion sans ma présence ?» demanda Antoine d'une voix qui, bien que rauque, emplit complètement la pièce. Il avança jusqu'à se placer à côté de Sophie, posant une main sur son épaule, dans un geste de protection publique univoque. Isabelle balbutia des excuses sur sa santé et la nécessité de ne pas le déranger avec des affaires administratives mineures. Antoine frappa le sol de sa canne pour la faire taire, déclarant que rien impliquant Sophie n'était une affaire mineure. Il regarda le docteur Moreau et lui dit que si Sophie partait, il chercherait également un autre médecin traitant le jour même. La menace de perdre son patient le plus lucratif fit que Moreau changea d'attitude en une fraction de seconde, balbutiant des excuses. Antoine annonça alors qu'à partir de ce moment, Sophie avait une autorité médicale absolue sur son traitement et ses routines. Toute décision qu'elle prendrait serait soutenue par lui et quiconque la remettrait en question devrait répondre directement au propriétaire de la maison. Ce fut un transfert de pouvoir total, un vote de confiance aveugle face aux témoins qui la méprisaient le plus. Sophie sentit ses jambes trembler,
non de peur, mais de l'émotion accablante d'être ainsi défendu. Une fois la réunion dissoute et les ennemis en retraite, Antoine s'effondra d'épuisement sur une chaise de la salle à manger. Sophie courut le secourir, inquiète de l'effort excessif qu'il avait fourni si tôt après la crise. Il la regarda avec un demi-sourire ironique et dit « Je crois que j'aurai besoin d'aide pour monter ces maudites marches. » Elle rit avec les larmes aux yeux et appela le chauffeur pour qu'il les aide, mais Antoine insista pour s'appuyer sur elle. Ils montèrent ensemble pas à pas, dans une ascension douloureuse qui symbolisait leur nouvelle alliance inébranlable. À partir de ce jour, Sophie mit en œuvre son traitement complémentaire, sans opposition de la part du personnel ou de la famille. Elle introduisit des changements radicaux. Elle ouvrit les rideaux en permanence, remplissant la chambre de lumière solaire et d'air frais. Elle commença des séances d'étirement doux et de méditation, ignorant les plaintes initiales d'Antoine, qui trouvait cela charlatanisme New Age. Elle l'obligea à écouter de la musique classique et à lire dans le jardin, le sortant de sa sombre caverne et le reconnectant au monde. Peu à peu, la couleur commença à revenir sur ses joues et la tension chronique de ses épaules diminua. Le plus important fut le changement de régime alimentaire et l'élimination progressive des médicaments inutiles qui ne faisaient que l'étourdir. Sophie cuisinait parfois pour lui, préparant des plats aux saveurs réelles qui éveillaient son appétit endormi depuis des années. Les repas cessèrent d'être une formalité odieuse pour devenir des moments de conversation et de plaisir partagé. Ils parlaient de tout, de politique, d'art, de l'enfance de Sophie à Lyon et des voyages de jeunesse d'Antoine. Ils découvrirent des affinités surprenantes et des débats passionnés qui stimulaient l'esprit d'Antoine plus que n'importe quelle thérapie. L'intimité émotionnelle grandit inévitablement dans cette atmosphère de soins et de confiance mutuelle constante. Sophie commença à remarquer chez lui des détails qui lui passaient inaperçus auparavant, la façon dont ses yeux se plissaient en riant, l'élégance de ses mains. Antoine, à son tour, suivait chacun de ses mouvements avec une admiration qu'il ne se donnait plus la peine de cacher. Parfois, leurs mains se frôlaient en se passant un livre ou une tasse. Le contact durait une seconde de plus que nécessaire. L'air entre eux vibrait de mots non dits et de sentiments qui s'épanouissaient dans le silence. Un après-midi, alors qu'elle lisait de la poésie à voix haute dans le jardin, Antoine l'interrompit pour lui dire qu'elle avait une belle voix. Sophie rougit violemment, abaissant le livre pour cacher son trouble face aux compliments directs et sincères. Il tendit la main et écarta doucement le livre, l'obligeant à le regarder dans les yeux, sous la lumière du crépuscule. « Je ne me suis jamais senti aussi vivant que ces derniers mois, et c'est entièrement grâce à vous, » confessa-t-il d'une voix grave. Ce fut une déclaration de gratitude qui frôlait dangereusement la déclaration d'amour, et tous deux le savaient. Cependant, l'ombre de son passé était toujours là, une barrière invisible qui empêchait Antoine de s'abandonner complètement au bonheur. Parfois, au milieu d'un rire, son visage s'assombrissait soudainement, et il se retirait dans sa coquille intérieure sans explication. Sophie savait qu'il restait une pièce finale du puzzle, le traumatisme original qui n'avait pas encore été nommé. Elle respectait ces moments, mais savait que pour guérir complètement, cette blessure devrait être ouverte et nettoyée. Elle attendait patiemment le moment où il serait prêt à partager son fardeau le plus lourd. Isabelle, voyant qu'elle avait perdu le contrôle direct, changea de stratégie et commença à inviter des amis de la famille à prendre le thé. Elle tentait de rappeler à Antoine son statut social et ses obligations de classe, faisant défiler des femmes riches et éligibles devant lui. Sophie se retirait pendant ses visites, ressentant une douleur aiguë dans la poitrine, se rappelant qu'elle n'était que l'employée. Mais Antoine renvoyait toujours rapidement les visites et la rappelait à ses côtés avec urgence. « Je préfère 1000 fois votre compagnie à celle de toutes ces poupées de porcelaine vides », lui disait-il avec dédain. Cette réaffirmation constante donnait à Sophie la force de supporter le mépris social des visiteurs de l'hôtel particulier. Elle savait que ce qu'elle avait avec Antoine était réel et profond, construit sur la vérité et la douleur partagée. Il réécrivait les règles de leur relation jour après jour, inventant un nouveau langage que seuls eux comprenaient. Le changement de garde n'avait pas été seulement administratif. Il avait été un changement au cœur de la maison elle-même. La santé d'Antoine s'améliorait à pas de géant. Il marchait déjà dans le jardin sans canne certains jours et ses crises de douleur étaient rares. Les médecins étaient stupéfaits, parlant de rémission spontanée, mais Sophie savait qu'il n'y avait rien de spontané là, dedans. C'était le résultat de l'amour, de la patience et du courage d'affronter la vie à nouveau. Ils avaient réalisé l'impossible ensemble, et cela leur donnait un sentiment d'invincibilité enivrant. Mais le dernier fantôme, celui de l'Atlantique, attendait encore son tour pour être exorcisé. Une nuit tranquille, des semaines après la grande crise, Antoine était étrangement silencieux, regardant une date sur le calendrier avec un regard perdu. C'était l'anniversaire de quelque chose. Sophie pouvait sentir le poids de la date dans l'atmosphère lourde de la pièce. Il refusa le dîner et demanda d'éteindre toutes les lumières, restant assis dans la pénombre à regarder dans le vide. Sophie s'assit à ses côtés sans le presser,
offrant simplement sa présence comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Elle savait que cette nuit était différente, que le dernier mur était sur le point de tomber. Aujourd'hui aurait été notre 5e anniversaire de mariage, dit soudain Antoine, brisant le silence d'une voix qui sonnait comme du verre brisé. Sophie retint son souffle, sachant qu'elle était enfin sur le point d'entendre l'histoire complète de Juliette. Il commença à parler, racontant comment ils s'étaient rencontrés, comment il était tombé éperdument amoureux d'elle contre toute attente. Il décrivit une femme pleine de vie, de rire, qui était son contrepoids parfait en tout point. Sophie écoutait, ressentant une pointe de jalousie rétrospective, mais surtout une immense compassion pour l'homme qui parlait. La robe, elle est allée à Paris juste pour chercher cette fichue robe, continua-t-il, les mains serrées en poing blanc sur ses genoux. J'ai insisté pour qu'elle prenne le vol privé, que c'était plus rapide, plus sûr. J'ai organisé ce voyage. La culpabilité dans sa voix était si dense qu'on pouvait presque la toucher. Une dalle de tonnes qu'il portait depuis des années. L'avion a disparu des radars au-dessus de l'Atlantique. On n'a même rien trouvé à enterrer. Il s'effondra alors en sanglotant pour la première fois depuis des années, libérant un torrent de douleur retenue. Sophie comprit d'un coup toute l'histoire. La maladie n'était pas seulement la douleur de la perte. C'était une punition auto-imposée par la culpabilité. Antoine croyait qu'il avait tué sa fiancée et son corps se détruisait en pénitence inconsciente. Elle s'approcha de lui et l'étreignit fortement, le laissant pleurer sur son épaule, le berçant comme un enfant blessé. « Ce n'était pas de ta faute, Antoine. C'était un accident. Un tragique et horrible accident, lui murmura-t-elle à l'oreille à plusieurs reprises. Il s'accrocha à elle désespérément, évacuant tout le venin qui le tuait de l'intérieur. Il pleura pendant des heures, vidant le puits d'amertume qui avait empoisonné son existence et éloigné tous ceux qui tentaient de l'aimer. Sophie ne bougea pas, supportant son poids, caressant son dos, étant le réceptacle de sa confession la plus sombre. Elle lui dit qu'il avait le droit de vivre, que Juliette ne voudrait pas le voir se détruire ainsi en son nom. Peu à peu, ses sanglots se transformèrent en une respiration plus calme et le corps tendu de lui se détendit finalement. Il avait libéré le fantôme, il avait dit l'indicible, et le monde ne s'était pas effondré. Quand il se sépara d'elle, ses yeux étaient rouges et gonflés, mais il y avait une clarté nouvelle en eux, comme le ciel après un orage. « Merci », dit-il simplement, mais ce mot contenait un univers de sens entre eux. Sophie lui essuya le visage avec ses mains, un geste d'intimité suprême qui scella le moment. « Maintenant, vous pouvez vraiment commencer à guérir », lui dit-elle, et il acquiesça, le croyant pour la première fois. Cette nuit-là, ils dormirent enlacés, habillés, dans une innocence pure qui était plus intime que n'importe quel acte sexuel. Le lendemain, Antoine fit enlever tous les tableaux sombres de la chambre et demanda qu'on apporte des fleurs fraîches, beaucoup de fleurs. Ce fut un acte symbolique de laisser la vie entrer à nouveau, de transformer son mausolée en un lieu pour les vivants. Isabelle fut surprise par le changement de décoration et d'attitude de son frère, qui semblait s'être rajeuni de 10 ans. Sophie observait les changements avec un sourire satisfait, sachant que le plus difficile était fait. L'homme qu'elle avait aperçu sous la bête prenait enfin le contrôle. La relation entre eux s'épanouit ouvertement après cette nuit. Il n'y avait plus de secret ni de culpabilité qui s'interposait. Ils se promenaient ensemble dans les jardins bras dessus, bras dessous, parlaient pendant des heures et riaient avec une liberté qui scandalisa le service rigide. Antoine commença à s'intéresser de nouveau à ses affaires, expédiant des courriers et passant des appels depuis la terrasse. Sophie l'aidait, agissant parfois comme secrétaire improvisée, émerveillé par son intelligence et sa capacité de leadership retrouvée. Il redevenait l'homme puissant qu'il était, mais maintenant avec une nouvelle humanité. Cependant, avec sa guérison vint aussi la réalité inévitable de leurs différences de classe et de position sociale. Sophie commença à craindre que maintenant qu'il allait bien, il n'ait plus besoin d'elle dans sa vie. Elle était l'infirmière de la crise, mais n'avait pas sa place dans la vie du magnat rétabli. Ses doutes l'assaillaient la nuit, la rendant incertaine quant à son avenir à l'hôtel particulier. Antoine remarquait parfois sa réticence, mais elle l'attribuait à la fatigue, cachant ses peurs romantiques. Un après-midi, Isabelle arriva avec des nouvelles d'un grand bal de charité que la famille de Montaigne organisait annuellement et qu'Antoine avait ignoré pendant des années. Elle insista sur le fait que c'était le moment parfait pour son retour dans la société et mentionna que Coralie, une héritière, serait ravie de le voir. Antoine accepta d'y assister, ce qui confirma les craintes de Sophie qu'il était prêt à retourner à son ancien monde. Elle l'aida à préparer son costume de soirée, sentant qu'elle habillait le marié pour un mariage qui n'était pas le sien. La douleur de la séparation silencieuse imminente lui opprimait la poitrine. La nuit du bal, Sophie resta dans sa chambre, regardant par la fenêtre les voitures de luxe arriver à l'entrée principale. Elle se sentait comme Cendrillon mais sans marraine,
exclue du bal par les barrières invisibles de la société. Elle tenta de lire, mais les larmes lui brouillaient la vue. Elle réalisa qu'elle était tombée éperdument amoureuse de lui. Et cela faisait mal de penser que pour lui, elle n'aurait pu être qu'une étape, un instrument pour sa guérison. Elle décida qu'elle commencerait à chercher un autre emploi le lendemain, avant que son cœur ne soit complètement brisé. Soudain, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Madame Leclerc, avec une expression étrange sur le visage et une grande boîte dans les mains. « Monsieur envoie ceci et dit qu'il vous reste 15 minutes pour être prête », dit la gouvernante en lui tendant la boîte. À l'intérieur se trouvait une robe élégante de couleur bleu nuit, simple mais exquise, à sa taille exacte. Sophie regarda la robe, stupéfaite, le cœur battant à 1000 à l'heure dans sa poitrine. Que signifiait cela? Voulait-il qu'elle assiste en tant qu'infirmière de garde ou comme quelque chose de plus? Elle s'habilla de main tremblante, arrangea ses cheveux du mieux qu'elle put et se regarda dans le miroir, se reconnaissant à peine. Elle descendit les escaliers avec appréhension, sentant qu'elle entrait dans un rêve dont elle se réveillerait douloureusement. Antoine l'attendait au pied de l'escalier, ignorant les invités qui l'entouraient, les yeux fixés sur elle. Quand il la vit descendre, son visage s'illumina d'un sourire qui fit que Sophie oublia de respirer. Il lui offrit son bras, non pas en tant que patron, mais en tant que gentilhomme accueillant sa dame. « Je ne pouvais pas affronter tout ce monde sans ma raison de vivre à mes côtés », lui murmura-t-il, lorsqu'elle arriva à sa hauteur. Sophie sentit le sol bouger sous ses pieds. Cette phrase valait plus que tout l'or de l'hôtel particulier. Ils entrèrent dans la salle de bal ensemble, sous les regards stupéfaits de la haute société et la fureur à peine dissimulée d'Isabelle. Antoine la garda à ses côtés toute la soirée, la présentant fièrement à ses partenaires et amis. Le fantôme de Juliette avait disparu, remplacé par la présence vibrante et réelle de Sophie. Cette nuit-là, ils dansèrent et au milieu de la piste, entourés de monde, mais complètement seuls dans leur bulle, Antoine la regarda intensément. « Vous savez que je ne suis plus malade, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il doucement alors qu'il tournait au rythme d'une valse. « Je sais », répondit-elle, sentant que le moment de la vérité était arrivé. « Alors, vous comprenez que je n'ai plus besoin d'une infirmière ?» continua-t-il en s'arrêtant. Sophie sentit un froid dans l'estomac, se préparant aux adieux, à la fin professionnelle. « Mais j'ai désespérément besoin de Sophie », conclut-il, approchant son visage du sien jusqu'à frôler ses lèvres. « J'ai besoin de la femme qui m'a sauvé de moi-même pour toujours. » Il l'embrassa là, devant tout le monde, rompant avec le protocole, avec le passé et avec les attentes. Ce fut un baiser de promesse, d'avenir, d'une nouvelle vie qui commençait à cet instant. Le fantôme de l'Atlantique était parti pour toujours, et l'amour avait gagné la bataille finale. La gueule de bois de la gala apporta son lot de rumeurs et de spéculations dans les cercles sociaux de la ville. Le mystérieux roman du magnat et de l'infirmière était le sujet de conversation de tous les petits déjeuners de la haute société. Isabelle était furieuse, sentant que la réputation de la famille était traînée dans la boue à cause de ce caprice. Elle tenta une dernière manœuvre désespérée, convoquant les avocats de la famille pour revoir le contrat de mariage et les héritages. Elle voulait effrayer Sophie, lui faire comprendre qu'entrer dans la famille de Montaigne était un champ de mine légal et social. Antoine, anticipant les mouvements de sa sœur, convoqua une réunion familiale officielle dans la bibliothèque principale. Étaient présents Isabelle, le docteur Moreau, maintenant très soumis, les avocats et, bien sûr, Sophie, qui s'asseyait à sa droite. L'ambiance était tendue, comme un jugement final où le destin de l'Empire et du cœur d'Antoine allait être décidé. Il prit la parole avec un calme et une autorité que personne n'avait vue depuis des années, dominant la salle. « J'ai convoqué cette réunion pour éclaircir l'avenir de cette famille et de mes biens », commença-t-il. Isabelle sourit triomphante, pensant que son frère avait enfin repris raison et protégerait le patrimoine. Mais Antoine continua, « Sophie n'est pas une simple employée, ni un passe-temps passager, comme certains semblent le croire. » Il se tourna vers elle, prenant sa main sur la table en acajou, entrelaçant fermement ses doigts. « Elle est la raison pour laquelle je suis assis ici aujourd'hui, vivant et sain d'esprit, et j'entends qu'elle soit ma compagne en tout. » Il annonça qu'il avait modifié son testament et qu'il restructurait les postes de direction des entreprises familiales. « Isabelle, vous avez géré mes biens pendant ma maladie et je vous en remercie. Mais votre gestion prend fin aujourd'hui, » trancha-t-il impitoyablement. Le visage de sa sœur se décomposa en un masque de choc et de rage incrédule face à ce renvoi public. « À partir de maintenant, je reprendrai le contrôle total et Sophie sera ma conseillère personnelle et, je l'espère, mon épouse. » Le dernier mot résonna dans la bibliothèque comme un coup de canon, laissant tout le monde, y compris Sophie, sans voix. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague ancienne et magnifique. « Ce n'est pas la bague de quelqu'un d'autre. C'est un nouveau bijou pour une nouvelle histoire, » dit-il à Sophie, anticipant ses doutes sur le passé. « Sophie,
Accepteriez-vous de partager votre vie avec ce vieux patient grognon et compliqué? Sophie regarda la bague, puis Isabelle qui fumait, et finalement les yeux remplis d'espoir d'Antoine. Elle y vit tout le chemin qu'ils avaient parcouru, de la peur et de la douleur à la guérison et à la lumière. Elle sourit, les larmes coulant sur ses joues, et acquiesça, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. « Oui, j'accepte », réussit-elle finalement à dire, et Antoine lui glissa l'anneau au doigt d'une main qui ne tremblait plus du tout. Les avocats, voyant d'où soufflait le vent, furent les premiers à féliciter le couple, pragmatique comme toujours. Isabelle se leva brusquement et quitta la pièce, incapable d'assister à la victoire finale de l'intruse. Mais son départ n'importait plus. Son pouvoir sur Antoine s'était évanoui au moment où il avait choisi l'amour plutôt que la peur. Les mois suivants furent une lune de miel anticipée, la maison se transformant complètement sous l'influence de Sophie. L'hôtel particulier sombre et silencieux se remplit de musique, de fleurs et finalement des rires des neveux de Sophie qui venaient en visite. Antoine, l'homme qui détestait le bruit, jouait maintenant dans le jardin avec les enfants, riant aux éclats. Il avait découvert que la perfection et le silence étaient synonymes de mort et que le chaos de la vie était là où résidait le bonheur. Ils payèrent les dettes de la famille de Sophie et firent venir sa mère à Paris pour le traitement dont elle avait besoin. Le mariage fut un événement intime dans le jardin de l'hôtel particulier, seulement avec les vrais amis et la famille proche. Il n'y eut pas de presse ni de grande pompe sociale, juste une célébration authentique de deux âmes qui s'étaient rencontrées dans l'abîme. Sophie marcha vers l'hôtel dans une robe simple, radieuse, regardant l'homme qui l'attendait au bout du chemin. Antoine la regardait avec une dévotion absolue, remerciant toute force divine de l'avoir envoyé à sa porte ce jour gris. Quand ils dirent « oui, j'accepte », l'applaudissement des présents fut si chaleureux qu'il chassa toute ombre restante. Pendant la fête, Madame Leclerc s'approcha de Sophie avec une coupe de champagne et un sourire rare sur son visage sévère. « Je n'aurais jamais cru dire cela, mais merci de ne pas être partie en courant ce premier jour », confessa la gouvernante. « Vous avez sauvé cette maison, Madame de Montaigne. » Sophie trinqua avec elle, sentant le poids et la beauté de son nouveau nom de famille et de sa nouvelle vie. Elle était arrivée comme une étrangère dans le besoin et était devenue le cœur battant du foyer. Antoine l'entraîna à danser sous les étoiles, l'embrassant avec la sécurité de celui qui a tout ce dont il a besoin dans ses bras. Il lui murmura à l'oreille des projets de voyage, d'affaires, et peut-être d'avoir des enfants un jour si elle le voulait. L'avenir, qui était auparavant un trou noir pour lui, était maintenant une toile brillante pleine de possibilités infinies. Sophie posa sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement fort et constant de son cœur sain et amoureux. Elle savait qu'il y aurait des jours difficiles parce que la vie est ainsi, mais elle savait aussi qu'ensemble, ils étaient invincibles. Isabelle, avec le temps, dut accepter la réalité et demander une trêve pour ne pas être complètement exclue de la fortune familiale. Elle fut accueillie avec prudence, mais sans rancune, car le bonheur d'Antoine et de Sophie était trop grand pour laisser place à la haine. Ils apprirent à cohabiter dans une paix armée qui finit par s'adoucir en une relation familiale normale. L'hôtel particulier de Montaigne cessa d'être la maison de la terreur de la ville pour devenir un lieu de référence et de philanthropie. La Fondation Juliette, créée par Antoine pour aider les personnes atteintes de douleurs chroniques et de traumatismes, fut sa façon d'honorer le passé sainement. Sophie dirigeait la fondation, apportant de l'espoir à d'autres qui, comme Antoine, avaient perdu leur chemin dans l'obscurité. Ils travaillaient ensemble, côte à côte, transformant leur expérience douloureuse en une source de lumière pour les autres. C'était la boucle parfaite, transformer la souffrance en objectif, la douleur en amour. Un après-midi des années plus tard, Sophie trouva Antoine regardant par la fenêtre de la chambre où ils s'étaient rencontrés, maintenant transformé en un bureau lumineux. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-elle en l'embrassant par derrière, sentant la chaleur de son corps. Il se retourna et l'embrassa sur le front avec une tendresse infinie. « Je pensais à la chance que j'ai eue que tu sois si têtu, » répondit-il en riant. « Et que tu aies eu tant besoin d'argent » plaisanta-t-elle, se souvenant de leur début. Ils restèrent là, regardant le coucher de soleil sur Paris, reconnaissant pour chaque larme et chaque bataille qui les avait menés jusqu'à ce moment. L'histoire de l'infirmière et du patient impossible était devenue une légende d'amour dans la famille. Et tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs, ils surent que leur histoire n'avait pas de fin. Car le véritable amour, celui qui naît de la guérison et de la vérité, est la seule chose qui dure vraiment pour toujours. Si cette histoire vous a plu, nous vous serions très reconnaissants de la noter de 1 à 10. Soutenez-nous avec un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne Histoire Réaliste. Dites-nous d'où vous nous regardez. Merci pour votre soutien inconditionnel à chaque histoire. Bénédiction pour vous et votre famille. Mais